Merci, bonjour à tous et à toutes. Évidemment, je suis un peu ému ce matin d'être de nouveau à cette place. Je ne pensais pas m'asseoir de nouveau dans cette salle où j'ai vécu un certain nombre d'événements pendant un certain nombre d'années, évidemment. Tout d'abord, peut-être un mot simplement de remerciement pour nos hôtes, Madame la Première Présidente et Monsieur le Procureur Général, qui nous font l'honneur de nous recevoir ici dans cette enceinte, et également évidemment pour votre Président Roch Ménès et le professeur Bernard. Alors, effectivement, j'ai été un magistrat un peu johannique, mais enfin, je n'ai pas été jusqu'au bout, puisqu'il aurait fallu que je siège aussi à Rouen, et là, j'ai trouvé que c'était un petit peu chaud pour moi. Évidemment, j'ai beaucoup d'émotions en étant dans cette salle où j'ai finalement commencé ma carrière de petit pois tout rouge. Vous, les experts, effectivement, peut-être un mot d'introduction. Vous, les experts, et surtout les experts médecins, vous êtes attendus dans ces procès d'assises dans lesquels, finalement, c'est l'humain qui l'emporte. On est dans l'humain jusqu'au cou. Et vous allez venir avec, finalement, une compétence scientifique, une science qu'on interroge, évidemment. On se dit, mais que va nous dire l'expert sur tel ou tel aspect par exemple, de la personnalité, bien sûr, éventuellement de l'accusé. Donc vous êtes attendu indiscutablement, toujours avec intérêt, souvent avec impatience. Aussi, parfois, vous êtes attendu au tournant, il faut bien le dire, parce que vous, médecins, si vous bénéficiez d'une crédibilité et d'une compétence professionnelle, ça a déjà été cité ce matin, et qu'en plus vous avez bien travaillé votre expertise, il en résulte, moi je pense, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'il en résulte indiscutablement une autorité, en tout cas devant la cour d'assises. Alors là, je pense pouvoir dire que, par contre, il y a quelque chose qui change avec le temps depuis, je sais pas moi, une vingtaine d'années, et depuis que j'ai arrêté ce métier. Je pense qu'on n'échappe pas, même aux assises, à l'évolution de la société. La société actuelle, je veux dire, tout le monde peut regarder sur Internet sur n'importe quel sujet, justement scientifique par exemple ou technique, et beaucoup de gens vont penser qu'ils en savent peut-être plus que l'expert. Bon. Et c'est vrai, ça peut être vrai parfois pour certains avocats, mais ça peut être vrai aussi pour les gens qui sont dans la salle. Et puis, il y a une nouvelle donnée, c'est l'irruption brutale, forte, incroyablement puissante de ces réseaux sociaux, et du fait que même peut-être une information qui est fausse, je veux dire, elle peut être regardée par 3 millions j'ai pas dit d'imbéciles, mais elle est regardée par énormément de personnes. Et puis, encore une chose, peut-être, qui a évolué là, et qui continue à évoluer, moi je pense dans un mauvais sens pour la société, c'est une incroyable violence de la société, des rapports. On est maintenant, et je pense que c'est vrai pour les magistrats qui vont siéger par exemple devant les cours d'assises, par rapport, dans certains cas, avec normalement l'avocat est un auxiliaire de justice, on devrait avoir des rapports, bien sûr que chacun fait son travail. Et moi j'ai toujours dit, les assises, ça fonctionne bien quand chacun fait son travail. Le président, il préside, l'avocat général, il accuse, clairement, et l'avocat de partie civile, il n'est pas un procureur, il défend les intérêts de son client, et l'avocat de la défense, il défend. Voilà. Et là, j'ai toujours pensé que ça marchait bien. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui
dans bien des cas, une sorte de violence des rapports et on en arrive à avoir des attaques personnelles. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de nouveau. Une dernière chose aussi, peut-être avant de commencer, c'est le fait que l'expert, il est désigné par le juge d'instruction, en général, ou le procureur pour l'autopsie éventuellement, mais essentiellement donc par le juge d'instruction. Et c'est à lui qu'il va rendre le rapport. Et puis ensuite, je parle évidemment uniquement là des assises, il va venir devant la juridiction criminelle pour en rendre compte. Et vous voyez, donc celui qui le reçoit, c'est-à-dire le président, eh ben, il n'est pas celui qui a nommé l'expert. On a vraiment un mécanisme qui me paraît d'ailleurs être de bonne aloi. Enfin, c'est une bonne chose qu'il en soit ainsi, mais c'est effectivement une particularité. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler les éléments essentiels sur le fonctionnement de cette juridiction, le rôle, la composition? Et nous avons la chance d'être dans une salle de cour d'assises. Ce sera peut-être de rappeler les places de chacun lors du procès pour que lorsque l'expert vient à la barre, il sache qui lui pose des questions et voilà. Oui, alors depuis 1790, je crois, enfin, le doyen pourrait me dire si je me trompe, on a ici, s'agissant de la cour d'assises, une particularité française, puisqu'on a une juridiction temporaire qui a une plénitude de juridiction. Ça veut dire qu'elle peut à la fois avaler les crimes, bien sûr, mais aussi les délits qui ont pu être commis, ou même des contraventions dans certains cas. Et elle est donc composée jusqu'à présent par un président avec deux assesseurs, donc deux autres magistrats professionnels, et un certain nombre de citoyens qui sont tirés au sort, qui vont être actuellement, je crois, 6 en première instance, et éventuellement en appel, qui seront 9. Et avec une règle fondamentale qui est la marque de cette juridiction, c'est ce qu'on appelle l'oralité des débats. Ça veut dire que ce n'est pas le dossier, je veux dire, écrit et que seul le président, d'ailleurs, dont seul le président dispose devant cette juridiction, qui est la base, mais c'est ce qui va se vivre et se dire devant cette cour pendant les débats, et qui va donc pouvoir permettre à chacun des juges, c'est-à-dire les deux assesseurs et les juges citoyens, de forger leur intime conviction. Alors la place de chacun, elle est toujours la même dans cette salle. Bon, au milieu, il y a un vieux crabe qui préside. Et puis, il y a donc deux assesseurs de chaque côté, et ensuite des jurés qui prennent place au fur et à mesure de leur désignation par le sort. Bien sûr, alors après, il y a des débats byzantins sur la hauteur de la place de chacun, mais... parce que j'ai entendu ça pendant 15 ans. Il y a donc toujours à la même place, il y a monsieur ou madame l'avocat général qui va donc défendre l'accusation. Et puis il y a également donc de ce côté-là généralement l'avocat de partie civile ou les avocats de partie civile qui vont défendre les intérêts de des personnes qui les ont commis. Et puis de l'autre côté, vous avez effectivement le box des accusés, et généralement, donc, bien sûr, l'avocat de la défense ou les avocats de la défense qui sont installés là. Et donc, pour l'expert qui vient à cette barre, je dirais qu'on voit un peu d'où vient le vent déjà dans les questions qui sont posées, parce qu'on est toujours dans le même déroulement de l'audience. Et donc, je veux dire, un expert, il sait immédiatement repérer que la question, elle est posée par le défenseur ou qu'elle est posée par l'avocat de partie civile, par exemple. Et encore une chose, jusqu'à présent, alors évidemment, ça c'est critiqué, la cour d'assises, c'est la juridiction, bon, elle est critiquée pour ça, où dirons-nous, on prend son temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre son temps? Voilà. Toute la question est posée.
Et j'y répondrai pas. Petite parenthèse, comme le docteur Nolas était juré, si un jour un d'entre vous, vous recevez le courrier comme quoi vous êtes sur la liste des présumés jurés, c'est une expérience vraiment extraordinaire. Et en tant qu'expert, c'est extrêmement intéressant de voir comment nos collègues experts, comment on ressent leur arrivée, la façon dont ils se présentent, la façon dont ils parlent. C'est une leçon très forte, sur tous les plans. Est-ce que vous pouvez il y a des changements là, dans la juridiction. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va changer et si cela va changer quelque chose pour les experts? Oui, tout à fait. Donc il y a depuis, je crois, le 1er septembre, dans différents départements, le Calvados, les Ardennes, enfin je n'ai pas la liste complète des départements dans lesquels il y a une expérimentation pour une durée de 3 ans d'une modification extrêmement sensible de la cour d'assises, avec la création d'une nouvelle juridiction, le tribunal criminel, je crois. Je parle sous le contrôle, évidemment, de tous les sachants qui sont encore aux affaires. Alors, il y a 2 changements majeurs. Il y a 2 choses qui changent, qui sont radicalement différentes. Tout d'abord, la composition. On se retrouve là maintenant devant cette nouvelle juridiction avec 3 magistrats professionnels plus 2. C'est-à-dire, ils sont 5. Ce qui fait que, par exemple, on peut remplacer des jurés par des vieillards kakoshim comme moi qui pourraient siéger, je veux dire, comme en étant honoraire dans ces cours d'assises. Alors, ceci change considérablement les choses. Puis il y a une deuxième changement, c'est que les juges là vont avoir connaissance du dossier. Et ça, je pense que c'est un changement majeur. Moi, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, évidemment, de l'oralité des débats, par exemple. Je ne sais pas exactement comment ça va évoluer. Alors, évidemment, cette réforme, elle n'a pas été faite pour n'importe quelle raison. Elle a été faite pour justement économiser du temps et pour permettre aussi, disait-on, de bien qualifier les faits, parce qu'on a, pour des raisons justement d'économie et de gain de temps, on peut avoir des crimes qui vont être qualifiés en délit. Ça arrive dans un certain nombre de juridictions qui sont surchargées, de manière à permettre je veux dire, un écoulement, si vous voulez, des flux, car il faut bien parler ainsi. Et ça, c'est évidemment, également, donc, on va vous dire, c'est une mesure à la fois, bien sûr, d'économie, mais c'est surtout une mesure de justice, parce qu'on va pouvoir bien qualifier les choses. Et c'est vrai qu'ici, moi, je l'ai vécu très, très régulièrement. Ici, on est dans le Loiret. Je peux vous dire que c'était pas la même chose il y a 15 ans, en tout cas, ou 20 ans, de passer aux assises ici à Orléans ou de passer à Paris. Or, la frontière, elle est quelque part là au niveau de... voilà, c'est peut-être pas Paris, mais ça serait l'Essonne. Bon, enfin, je veux dire, c'était pas du tout la même chose. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a vécu dans le temps. Mais je ne sais pas répondre pour l'expert, je ne sais pas répondre par rapport à cette modification. Est-ce qu'il y aura moins de questions? Peut-être, je ne sais pas, parce que les juges vont plus connaître le dossier. Je pense qu'il faut attendre, il faut la prochaine fois, il faut que vous invitiez un magistrat dématérialisé et en plus qui ait l'expérience de cette nouvelle juridiction. Enfin, moi, j'espère être un retraité pas encore dématérialisé. Plus tard possible, en tout cas. Concernant l'expert à l'audience, lorsqu'il arrive, est-ce que vous pouvez nous dire comment il doit se présenter? Alors, les premiers moments Oui, les premiers moments, bah oui, bien sûr que l'arrivée, vous savez, c'est comme dans une réunion marketing, enfin, ou commerciale, c'est les premières secondes qui comptent, c'est la première impression qu'on fait. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire, puisque là... je n'ai que des gens extraordinaires dans cette salle ce matin, mais évidemment, la tenue, j'ai vu peut-être en 15 ans, à 1 ou 2 reprises, des experts arriver dans une tenue un peu, disons, bariolée ou
qui n'était pas forcément celle qu'on pouvait attendre d'un expert devant une cour d'assises. Bon, alors la tenue, donc, vous y veillerez le moment venu. Et cet expert, il va tout d'abord commencer par prêter un serment. Et ça, ce serment, c'est un point important parce que, évidemment, on dit tout le monde prête serment, les témoins, les experts. Mais vous, les experts, vous prêtez serment de rendre compte des opérations auxquelles vous avez procédé, en prêtant serment d'apporter votre concours. Alors, apporter son concours. Moi, je pense que c'est une notion extrêmement importante à la justice, en votre honneur et votre conscience. Je pense que ça, c'est un point essentiel qui me semble-t-il, révèle déjà la position particulière que vous, les experts, vous avez dans cette enceinte, où vous apportez une parole qui est une parole d'importance. Peut-être une question aussi qui se pose, est-ce que l'expert, vous voyez, il y a une différence fondamentale entre l'expert et le témoin. Le témoin, lui, on lui demande de ne rentrer dans la salle qu'au moment où il va procéder à sa déposition, alors que l'expert, lui, il peut arriver à n'importe quel moment, finalement, du procès, peut-être parfois bien avant son interrogation et sa déposition. Et puis, il y a des experts, moi, évidemment, avec le temps, j'ai beaucoup discuté avec pas mal de vos collègues, et certains aimaient bien venir pendant quelques instants avant leur déposition pour sentir un petit peu comment les choses se déroulaient. Et puis après, il y a la question de savoir si l'expert, comment ça se passe après donc sa prestation, après sa déposition. Bon, généralement, l'expert demande au président s'il peut se retirer, et la plupart des experts, évidemment, ils ont beaucoup d'autres choses à faire et repartent immédiatement. Je pense d'ailleurs que ça peut être aussi, dans des cas, des procès un petit peu délicats, ça peut être aussi un bon moyen, une fois que l'expert a terminé, de ne pas rester pour ne pas être de nouveau, je dirais pas pris à partie, mais utilisé par les uns ou les autres dans leur besoin finalement de démonstration. Je pense que l'expert, c'est bien qu'il vienne. Bon, avant, ça ne pose aucun problème. Il dépose et après, je pense, il repart. Enfin, il peut évidemment rester, bien sûr, mais je pense que c'est mieux de repartir. Oui, moi, je pense qu'il est stratégique pour l'expert, une fois qu'il a déposé, de repartir pour éviter tout ennui ou toute question secondaire. Qu'attend-on de l'expert ? Alors, vous voulez dire du bon expert ? De l'expert. Ah, de l'expert. Bon, alors évidemment, on l'a déjà dit tout à l'heure, évidemment, c'est de rendre dans les délais un rapport clair et argumenté. Bon, voilà, ça c'est... Alors, ça a l'air simple comme ça, de dire rendre dans les délais un rapport clair et argumenté, mais interrogez un peu les juges d'instruction, vous allez voir qu'il y en a qui attendent un moment. Et puis à l'audience, après, à l'audience. Alors évidemment, il faut, je pense, pour venir, en particulier devant les juridictions criminelles, je pense qu'il faut essayer d'avoir un minimum de savoir-faire relationnel, parce que c'est important, la parole que l'on porte. C'est important d'être capable d'exposer clairement, d'une façon argumentée et surtout compréhensible pour l'instant par des gens qui ne sont pas des spécialistes, qui sont des profanes, d'expliquer clairement donc le travail qu'on a fait. Après cet exposé, viennent les questions. Elles viennent toujours dans le même ordre. C'est toujours le président qui pose les premières questions, puis éventuellement ses assesseurs ou les juges, puis ensuite l'avocat de partie civile, l'avocat général et l'avocat de la défense. Donc, je pense que pour l'avoir vécu, j'ai vu quelques fois, rarement, mais je l'ai déjà constaté, des experts qui avaient finalement fait un rapport qui était clair et qui était compréhensible, s'enferrer ensuite
par rapport à certaines questions et être finalement un peu déstabilisé. Je crois qu'il est important d'être capable de dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas répondre. Ça n'était pas dans le cadre de ma mission et je ne sais pas répondre à cette question. Je pense qu'il est important aussi, il est essentiel par rapport à la prestation devant la cour d'assises, d'être capable de rester dans la mission, toute la mission, mais rien que la mission. Ça, c'est un point important. De même, le mieux, c'est d'adopter une attitude la plus zen possible et de ne pas commencer à répondre à celui qui vous pose une question un peu embêtante. « Ah, je vois où vous voulez en venir », parce que là, généralement, ça se passe mal, surtout si vous avez Dupond-Moretti en face. Ça se passe assez difficilement à ce moment-là et avec certains avocats. Parce que vous savez, finalement, il faut, enfin, je veux dire, évidemment, un expert, il doit se méfier un petit peu des questions qu'on lui pose et essayer de voir un peu ce qu'il y a derrière. Et il y a une bonne technique, finalement, qui consiste, pour certains qui ont quelque chose à démontrer, à essayer de décrédibiliser peut-être l'homme, l'expert, pour finalement dire que son expertise, elle ne vaut pas grand-chose, quoi. Donc il faut être quand même très, très vigilant, très prudent, sachant qu'aux assises, c'est aussi une particularité, on ne pose que des questions dont on connaît parfaitement la réponse. Alors évidemment, on se dit pourquoi il pose ces questions-là. Bah oui, on ne pose pas de questions comme ça. Un bon avocat ou un bon avocat général ne pose pas des questions par hasard. Il pose des questions en réalité dont il connaît parfaitement la réponse. C'est ça la particularité de l'oralité des débats devant cette juridiction criminelle telle que ça fonctionne encore. Donc en complément, est-ce qu'il y a d'autres pièges à éviter Oui, alors je dirais que peut-être l'un des risques qu'on peut rencontrer comme expert, c'est si à un moment ou à un autre, peut-être dans le feu, je veux dire justement de l'exposé oral ou des réponses aux questions, on en vient à s'écarter peut-être de son rapport écrit et à s'écarter même du vocabulaire qu'on a utilisé. Parce que là, on peut être attaqué. Alors, je rappelle qu'on ne répond qu'au président, qui que soit celui qui pose la question. Et on a aussi de plus en plus ces avocats qui commencent à tourner autour de nous pour essayer d'accrocher notre regard. Et moi, je ne regarde qu'une personne, c'est le président ou la présidente, pour ne pas jouer le jeu de l'avocat qui essaie de me déstabiliser autrement. D'accord. Il vaut mieux que ce soit une présidente, mais... oui, il faut être en particulier vigilant sur un petit point que certains savent bien manier, c'est, vous savez, la reformulation déformante. Alors, monsieur l'expert, vous nous dites que, et puis finalement, on glisse. À ce moment-là, il faut, je pense, en tant qu'expert, il faut rester zen, évidemment, mais il faut être capable de dire non, maître, ou non, non, à la personne qui vous a posé cette question, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas le sens de mon rapport. Je pense que ça, c'est un point essentiel. Oui, on reformule exactement ce que l'on a dit pour bien marquer que l'avocat a déformé nos propos éventuellement pour les autres. Quelles sont les expertises les plus fréquentes en procès, en cour d'assises voilà, en sachant que là, nous avons un peu toutes les disciplines représentées. D'accord. Mais tous des médecins. Voilà. Ouais. Il y en a deux, enfin je veux dire, j'enfonce des portes ouvertes, il y en a deux évidemment, c'est l'expertise psychiatrique et puis l'expertise médico-légale, enfin dès lors qu'on est dans des faits criminels. Bon, pour la fausse monnaie, il n'y a pas d'expertise médico-légale, mais dès lors qu'il y a la perte d'une vie, vous avez ces deux expertises-là qui sont, je veux dire, les fondamentaux. Alors, évidemment, là, il y a une autorité absolue, c'est celle de l'expertise psychiatrique. Si l'expert arrive et vous dit, au moment des faits, il y avait abolition du discernement ou du contrôle de ses actes, bon, ben là, les juges, ils peuvent aller se rhabiller. Et ils sont en repos immédiatement.
Donc là, il y a une autorité absolue. Alors évidemment, on n'arrive pas comme ça avec une seule expertise. Généralement, il y a eu une contre-expertise, il y a eu très souvent un dialogue ou un débat d'experts à ce niveau-là. Mais même quand il y a, sinon abolition, mais même quand il y a altération, normalement, la Cour doit en tenir compte. Donc, si vous voulez, il y a une autorité intrinsèque qui est attachée à au résultat de cette expertise psychiatrique. À la limite, l'expert psychiatre pourrait, quand il arrive, il dit un certain nombre de choses, mais il pourrait presque arriver et dire monsieur un tel ou madame un tel n'est pas atteinte d'un trouble ayant aboli ou altéré son discernement. Je veux dire, il pourrait quasiment dire bon, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Voilà, parce que sa mission, elle est fondamentale. Alors, l'autre expertise qui est très importante, évidemment, c'est l'expertise médico-légale. Alors, je ne vous cache pas que généralement, de ce côté-là de la salle, c'est un moment très, très difficile parce que l'expert, il arrive avec son discours, avec toutes les opérations auxquelles il a procédé et que, voilà, il faut être très vigilant à la situation, je dirais, d'ensemble de la salle et du niveau. Vous avez des cas où vous n'avez pas forcément une émotion absolue parce que pour telle ou telle raison. Puis il y a des cas où il y a une émotion très, très forte. Et moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois de proposer, avant de donner la parole aux médecins légistes, de dire à la famille, bah, écoutez, peut-être c'est le moment pour vous d'aller dans la salle des pas perdus. Et vous, voilà. On ne veut pas vous imposer quelque chose. Mais ça, c'est un moment très, très particulier. Et je crois que l'expert, mais vous le savez tous, évidemment, doit veiller au choix de ses mots et au choix de son discours. Et est-ce qu'il vous arrive de nommer un expert en vertu du pouvoir discrétionnaire avant le procès ? Oui, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, même ici dans cette salle, et bien m'en a pris parce que, par exemple, on peut avoir, si vous voulez, des débats, je veux dire, interminables sur la capacité ou, je veux dire, la maladie nouvelle qui atteint, par exemple, un accusé. Et le fait d'avoir, avant le début du procès, fait procéder à une expertise médicale, bah, ça permet d'avoir un débat, même si le débat c'est tout à fait naturel en oralité des débats, même si ce débat existe, eh bien ce débat, il est en tout cas fondé sur déjà un élément objectif. Moi, je compléterais que j'avais aussi été nommé pour des expertises de synthèse qui n'avaient jamais été demandées par le juge d'instruction. Et c'est passé à la chambre d'instruction, personne n'a remarqué. Dans certains cas, on a des données différentes. Il faut les rassembler par une expertise de synthèse. On ne pourra pas faire la synthèse au moment du procès d'assises. Et il y a des présidents d'assises qui nous appellent un mois avant en disant « Je vois que vous aviez demandé est-ce qu'il y a une expertise de synthèse qui n'a pas été faite. Est-ce que vous pouvez la faire ?» pour qu'on n'arrive pas dans des débats à l'infini le jour du procès. Hein. Je voulais vous poser une question. Quelle était l'heure de la mort? Ça, effectivement. Quelle était l'heure de la mort? Oui, effectivement, ça arrive encore dans l'émission. Quelles sont les évolutions techniques ou scientifiques qui ont modifié la comparution de l'expert ces dernières années? Bah, y en a plusieurs, en particulier l'adoption, disons, qui au départ était assez controversée de la visioconférence, par exemple, a pu modifier, principalement pour les experts et surtout pour les experts se trouvant à une certaine distance, a pu modifier peut-être leur confort pour déposer devant une cour d'assises ou au moment où ils doivent déposer le même jour devant deux cours d'assises, il peut y avoir par exemple une des deux auditions qui va se faire en visioconférence. Donc la visioconférence, je pense qu'elle a modifié les choses. Et puis il y a une autre chose que moi j'ai bien vécue dans mon expérience, c'est l'arrivée de l'expertise ADN. Alors là, Mytho et Condry sont dans un bateau.
mytho tombe à l'eau. Alors qu'est-ce qui reste? Non, non, là on a eu vraiment un moment ici dans cette salle, le docteur Pascal et le professeur Moisan, je veux dire, ils étaient plus souvent là que moi, quoi, en fait. Ça a modifié quand même les choses, je pense, cette expertise. Et puis il y a également, avec au fil de toutes ces années, il y a eu un peu l'irruption de cette, enfin, très médiatisée, de cette police scientifique qui fait que, je veux dire, tout a changé. Maintenant, on a des gens tout en blanc, là, comme cette nuit, là, chez Dupont de Ligonnès, enfin, ou prétendument Dupont de Ligonnès, ils sont arrivés tout en blanc avec des masques. Et ça, c'est une chose qui a évolué, parce que moi, j'ai vu des affaires d'assises dans lesquelles, vous savez, vous aviez des pollutions de scènes de crime qui étaient considérables. Et c'est pas en 1920, enfin, c'était récent. Vous savez, par exemple, les empreintes de l'auditeur de justice. Enfin bon, voilà, par exemple. On a eu ça aussi. Et alors, donc, on cherchait s'il était... qu'est-ce qu'il avait comme alibi, donc, je veux dire, la veille du crime, quoi. Enfin, voilà, bon. Alors, je rajouterais que pour la visioconférence, ceux qui n'ont, parmi les experts, parmi vous, qui ne sont jamais ou qui iraient peut-être un jour aux assises, il y a 2 conforts essentiels. La première chose, c'est que lorsqu'on passe en visioconférence, donc on va dans la cour d'appel ou le tribunal local qui a une visioconférence pour être en visioconférence avec un tribunal beaucoup plus loin, une cour d'assises beaucoup plus loin, on passe à l'heure. C'est-à-dire que selon les présidents d'assises, on peut être pris quasi à l'heure ou quasiment à l'heure, et dans certains cas, on nous fait attendre quelques heures sans nous avoir prévenu qu'il y aura un retard, ce qui n'est pas toujours agréable pour chacun. Confort d'assises, on passe à l'heure. Quand c'est en visioconférence, on passe à l'heure. Après, un gros confort pour nous, mais qui est un gros inconvénient pour le procès, c'est qu'il y a un écran matériel et psychologique qui fait que on n'a pas les avocats qui tournent autour de nous. Il y a un vrai écran qui n'est pas que virtuel, une barrière, qui fait qu'on est beaucoup plus tranquille et beaucoup moins embêté de façon générale. Mais à l'inverse, il y a une dépréciation pour moi énorme du procès, parce que quand il y a une confrontation quand même presque physique avec le jury et les avocats, il y a des explications, des choses qui seront données, qui, à mon avis, ne seront pas données quand il y a la visioconférence. Voilà. Pour terminer, quelles sont les règles du procès en appel? Depuis quelques années, il y a des procès en appel. Oui, absolument. Alors, le point fondamental, enfin, presque une phrase permet de répondre. Le point fondamental, c'est de savoir qu'on recommence tout, qu'on recommence à zéro. Et que on peut avoir des cas de figure. Moi, ça m'est arrivé de présider la 4e cour d'assises qui jugeait le même accusé pour les mêmes faits. Et donc, on peut avoir, quand on est expert et qu'on vient déposer à plusieurs reprises, eh bien, on peut avoir 3 procès ou 2 procès radicalement différents. Une fois, ça s'est bien passé, une autre fois, c'est différent. Certaines questions n'ont pas été posées la première fois, elles seront posées la deuxième. On repart complètement à zéro. Et il ne faut pas dire, comme je l'ai dit la fois dernière à Montauban... Il n'y a pas de cour d'assises à Montauban. En conclusion... Ah, la conclusion. Mais alors, oui, mais avant les questions, oui, mais le professeur Bernard me demandait de répondre en plus à des questions particulières sur l'autorité alors, il disait des acteurs du procès. C'est vrai? Oui, éventuellement, mais c'est vous qui gérez. D'accord, c'est moi qui vois alors. Merci. Je dirais que je parlerai peut-être de l'autorité quelques mots sur l'autorité de l'expert pour terminer. C'est le fait que, évidemment, cette autorité, ça ne se décrète pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette autorité, elle va se construire à partir de la réunion, de la conjonction, bien sûr, d'une compétence professionnelle et d'une connaissance complète, parce qu'il faut en savoir beaucoup pour être capable d'en dire peu. Ça, c'est tout à fait évident, et ça se ressent parfaitement, en particulier aux assises, avec aussi cette compétence et cette crédibilité, je dirais, personnelle, qui est assise
sur un discours clair, sur une façon d'aborder les choses. Et comme on le disait également tout à l'heure, un savoir-être relationnel, parce que voilà, on ne va pas répondre de la même façon, je dirais, voilà, à un avocat de partie civile dans certaines situations, dans certaines circonstances, et un avocat de défense. Ça dépend véritablement des instances, et il faut savoir, je pense, s'adapter. De même que le président d'assises, vous savez, il faut qu'il sache s'adapter. Il faut qu'il connaisse son dossier un petit peu quand même, et il faut qu'il sache s'adapter aussi. Et éventuellement bien rappeler, protéger entre guillemets l'expert en dirigeant bien son procès, parce qu'on est quand même de plus en plus attaqué. Et on a des présidents qui sont sur juste la forme, remettent en place les avocats sur la façon dont ils abordent l'expert ou agressent l'expert. Et d'autres présidents restent bouche bée et on doit parfois demander leur aide officiellement. Là, vous parlez des bons présidents, alors. Oui. Bon, bah, c'est le mot de la fin, non? Ça suffit. Voilà. Merci infiniment.